Je m'appelle Mireille, j'ai 67 ans et je vis à Arles, dans cette maison de pierre claire que mon mari et moi avions restaurée il y a plus de 30 ans, à la sueur de notre front. Depuis qu'il est parti, terrassé par un cancer fulgurant il y a 8 ans, j'ai continué seule, entre le jardin d'oliviers et les souvenirs que chaque pierre conserve. Je croyais que rien ne pouvait plus m'ébranler. J'avais connu la solitude, le deuil, les longues nuits où les souvenirs se transforment en couteaux. Mais ce qui m'attendait un soir d'automne dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer. Ce jour-là, j'étais rentrée plus tôt que prévu de la pharmacie. Mon genou droit me faisait souffrir et j'avais abrégé mes courses au marché. Le soleil se couchait derrière les Alpilles, jetant une lumière orangée sur les façades. En poussant le portail, j'ai immédiatement remarqué un bruit inhabituel. Des coups, des voix graves, le vrombissement d'une perceuse. Je suis restée figée, croyant d'abord qu'il s'agissait des voisins. Mais non, le son venait de ma propre maison. Ma maison. Je suis montée les marches du perron, la clé serrée dans ma main tremblante, et j'ai ouvert la porte. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Dans ma chambre intime où personne ne mettait jamais les pieds sans mon accord, des hommes en bleu de travail dévissaient mes placards, arrachaient les plaintes, déplaçaient mon armoire. L'odeur âcre de poussière et de peinture se mêlait au parfum discret de la lavande que j'avais toujours utilisé pour mes draps. 2 ouvriers ne m'ont même pas remarqué. Un troisième m'a regardé avec un haussement d'épaule, comme si j'étais une intruse chez moi. « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» ai-je réussi à lancer, ma voix déraillant sous l'indignation. L'un d'eux a marmonné que c'était un chantier ordonné par monsieur et madame. Monsieur et madame, mais il n'y avait plus de monsieur et je n'avais jamais rien commandé. J'ai senti mon cœur battre si fort que j'ai dû m'agripper à l'encadrement de la porte. Ces hommes touchaient aux affaires de mon mari, à ses livres, à notre lit. J'ai crié qu'ils sortent immédiatement. Ils ont échangé un regard, puis l'un a haussé les épaules. « On a nos ordres. » Je ne me souviens pas vraiment de ce que j'ai dit ensuite. La colère, la peur, la stupeur m'ont fait perdre le fil. Je me rappelle seulement être allé droit sur le téléphone du salon pour appeler mon fils, Laurent, mais il n'a pas décroché. J'ai appelé ma belle-fille, Élodie. Sa voix douce et glaciale a répondu « Ne vous inquiétez pas, Mireille, tout est sous contrôle. » Sous contrôle. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Chaque bruit de perceuse résonnait encore dans ma tête. J'ai fini par m'asseoir dans le fauteuil de mon mari, serrant une photo de nous 2 jeunes mariés, et j'ai attendu l'aube. Le lendemain matin, alors que j'essayais de reprendre mes esprits, 3 coups secs ont résonné à ma porte. J'ai ouvert. 2 policiers se tenaient devant moi. « Madame Lambert ?» J'ai hoché la tête, incapable de parler. « Nous devons vérifier une plainte déposée hier soir concernant des travaux illégaux dans cette maison. » J'ai cru que le sol s'ouvrait sous mes pieds. Une plainte. Déposée par qui? Et comment pouvais-je être accusée de faire des travaux illégaux dans ma propre maison? Mais le pire, c'est que les policiers semblaient déjà convaincus, comme si tout était préparé, comme si, dans l'ombre, quelqu'un avait tissé une toile pour me piéger. Je me suis assise, mes mains tremblantes sur mes genoux, et j'ai compris une chose terrible. Ce n'était pas un hasard. On voulait me faire passer pour fautive. On voulait me dépouiller, me salir, m'humilier. Mais qui et surtout pourquoi? À cet instant, j'ai levé les yeux et aperçu sur la commode un dossier laissé entrouvert. À l'intérieur, des papiers que je n'avais jamais vus. Des devis, des signatures qui semblaient être les miennes, mais qui ne l'étaient pas. Mon estomac s'est noué. Quelqu'un avait falsifié mon écriture. Quelqu'un avait planifié chaque détail pour me faire tomber. Je n'avais pas encore conscience de l'ampleur du complot. Mais une certitude s'imposait déjà. Mes propres enfants n'étaient peut-être pas étrangers à cette machination. Et vous, que feriez-vous si vous rentriez chez vous et découvriez des étrangers en train de démonter vos meubles, avec la complicité silencieuse de vos proches? Dites-le moi en commentaire. Je veux lire vos réactions. La visite des policiers ne dura qu'une 20aine de minutes, mais elle suffit à me vieillir de 10 ans. J'avais montré mes papiers, répété 100 fois que je n'avais autorisé aucun travaux. Ils prenaient des notes, regardaient les devis douteux et faisaient mine de compatir.
mais je lisais dans leurs yeux une suspicion glaciale, comme si à 67 ans j'étais venue incapable de gérer ma propre maison, voire prête à inventer des mensonges. Quand ils sont repartis, je suis restée plantée sur le seuil, le visage fouetté par le mistral d'automne, le cœur battant dans mes tempes. Dès qu'ils furent partis, j'ai appelé de nouveau Laurent. Cette fois, il a décroché. Sa voix sonnait faussement lasse, comme s'il n'avait pas dormi. « Maman, ne t'affole pas, c'est juste un malentendu. » Un malentendu? Ma chambre éventrée, des devis falsifiés, la police à ma porte et lui qui parlait de malentendus. Il m'a expliqué d'un ton agacé qu'il avait voulu anticiper certaines rénovations, qu'Élodie avait pris les choses en main avec une entreprise. Tout ça pour ton confort. Je sentais le mensonge jusque dans mes os. Jamais je n'avais signé quoi que ce soit. Quand je l'ai rappelé à cette évidence, il a soupiré. « Peut-être que tu as oublié, tu sais, avec ton âge. » Ces mots m'ont coupé la respiration. Avec ton âge, comme si mes souvenirs n'étaient plus fiables, comme si ma mémoire était déjà classée parmi les ruines. Je tremblais de rage, mais j'ai raccroché. La maison, jadis havre de paix, me semblait étrangère. Dans ma chambre, des morceaux de bois traînaient, des traces de plâtre jonchaient le sol. L'odeur chimique de colle fraîche couvrait l'odeur rassurante de la lavande. Je me suis assise sur le lit à moitié déplacé et j'ai laissé couler les larmes. Pas seulement pour le désordre matériel, mais pour l'injustice immonde. Mon propre fils doutait de ma lucidité. L'après-midi, je me suis rendue chez mon amie Suzanne, une voisine de toujours. Elle m'a accueillie avec ses yeux clairs, la tasse de café fumante déjà prête. Je lui ai raconté tout. Les ouvriers, la police, la voix d'Élodie au téléphone. Suzanne a hoché la tête gravement. « Mireille, il prépare quelque chose. Tu dois te protéger. Tu as encore les papiers de propriété de la maison ?» J'ai répondu oui. Les originaux dormaient dans mon vieux secrétaire, bien à l'abri. Mais une inquiétude nouvelle est née en moi. Et si quelqu'un cherchait justement à prouver que je n'étais plus capable de gérer mes affaires? En rentrant, j'ai ouvert le secrétaire. Les papiers étaient encore là, mais j'ai découvert, rangés en désordre dans un tiroir que je n'utilisais jamais, d'autres documents troublants. Des courriers de la mairie concernant une demande de permis de construire. Mon nom y figurait comme pétitionnaire. La signature imitait la mienne, mais je savais qu'elle n'était pas de ma main. Il n'avait pas seulement falsifié un devis, il cherchait à me faire croire complice d'un projet. Le soir même, j'ai observé par la fenêtre la silhouette d'Élodie traversant la rue. Elle portait une enveloppe épaisse. Je l'ai vue remettre le courrier au facteur en insistant. Mon cœur s'est glacé. Était-ce encore un document falsifié, destiné à me piéger davantage? La nuit fut sans sommeil. J'entendais le tic-tac de l'horloge comme un compte à rebours. J'avais toujours pensé que mes enfants veilleraient sur moi comme j'avais veillé sur eux. Mais là, j'étais face à une évidence. Quelqu'un voulait me déposséder. Pas seulement de ma maison, mais de ma dignité, de ma voix. Le lendemain, j'ai pris une décision. Je ne pouvais plus rester spectatrice. Je me suis rendue au cabinet de Maître Durand, un notaire que mon mari et moi avions consulté autrefois pour notre testament. Il m'a reçue avec cette politesse distante des professionnels. Je lui ai expliqué tout. Quand je lui ai montré les devis et les signatures falsifiées, ses sourcils se sont froncés. « Madame Lambert, il s'agit là de faux manifestes. Mais ce qui m'inquiète davantage, c'est que ces documents pourraient être utilisés pour vous faire déclarer inapte à gérer vos biens. » Ces mots ont résonné comme une gifle. Inapte. Ils voulaient me placer sous tutelle, me retirer l'autorité sur ma propre maison et sans doute la vendre à leur avantage. Ma belle-fille et mon fils, mes propres chairs, complotaient dans mon dos. En quittant l'étude notariale, j'ai senti une force étrange renaître en moi. J'étais peut-être une vieille femme aux cheveux blancs, au pas ralenti par l'arthrose, mais je n'étais pas folle, ni faible. J'avais vécu trop de combats pour me laisser dépouiller de la sorte. Une colère froide s'installait, mais aussi une lucidité nouvelle. Je suis rentrée chez moi et j'ai pris un cahier vierge. Sur la première page, j'ai écrit en lettres fermes « Preuve ». J'allais noter chaque détail, chaque visite, chaque mot suspect. Je photographierais les documents, je garderais trace des appels. Je n'étais plus seulement une mère trahie, je devenais l'archiviste de ma propre défense.
Ce soir-là, j'ai entendu Laurent et Élodie discuter devant la maison. Leur voix passait à travers les persiennes closes. J'ai perçu ces phrases. Encore quelques semaines, et avec l'assurance, ce sera réglé. Un frisson m'a parcouru. De quelle assurance parlait-il? La mienne? Celle sur la maison? Ou pire, une assurance vie dont j'ignorais l'existence. J'ai compris alors que le piège était plus vaste que je ne l'imaginais. Je n'ai presque pas fermé l'œil cette nuit-là. Les voix de Laurent et d'Élodie résonnaient encore dans ma tête comme des échos empoisonnés. Avec l'assurance, ce sera réglé. Cette phrase revenait sans cesse, telle une ritournelle funeste. Quelle assurance! Depuis quand parlait-on de ma mort comme d'une simple formalité comptable? J'ai senti le froid s'installer dans ma poitrine. Mes propres enfants, enfin mon fils et celle qui partageait sa vie, envisageaient peut-être déjà un futur où je n'existerais plus. Au petit matin, j'ai ouvert le vieux cahier que j'avais commencé la veille. À la 2e page, j'ai inscrit la date et noté mot pour mot ce que j'avais entendu. J'ai ajouté « suspect, possible assurance vie ». Puis j'ai relu les devis falsifiés, les soi-disant signatures de ma main. Une rage glaciale me parcourait les veines. J'avais enseigné 30 ans à l'école communale d'Arles, appris à des centaines d'enfants à tracer leurs prénoms correctement, à lire, à respecter la vérité des mots. Et voilà qu'au crépuscule de ma vie, on me volait mon écriture, mon identité même, pour me dépouiller. J'ai décidé d'aller voir ma banque, l'agence du boulevard des Lys. Le directeur, M. Béranger, me connaissait depuis des décennies. Je lui ai demandé s'il existait une assurance à mon nom dont j'ignorerais l'existence. Il a tapoté sur son clavier, feuilleté quelques dossiers et m'a regardé avec prudence. « Vous avez, Madame Lambert, une assurance vie souscrite il y a 15 ans avec votre mari, au bénéfice de votre fils Laurent. » Mon estomac s'est noué. 15 ans. C'était bien possible, à une époque où nous voulions garantir un avenir serein à notre unique enfant. Mais mon mari, lui, n'aurait jamais imaginé que cette précaution se transformerait en appât pour la cupidité. « Et le montant ?» ai-je murmuré. « Environ 250 000 €, actualisé, répondit-il. J'ai senti mes mains trembler sur le rebord du bureau. Je l'ai remercié et suis sorti, le cœur battant, comme si j'avais couru un marathon. 250 000 €. Une somme énorme, suffisante pour donner des idées noires à qui n'avait plus ni scrupules ni amour. De retour chez moi, j'ai trouvé Élodie déjà installée dans ma cuisine sans même frapper. Elle avait apporté des croissants et s'était servi du café. Son sourire mielleux dissimulait mal une nervosité dans son regard. « Mireille, il faut que vous compreniez, dit-elle en posant sa tasse. Cette maison est trop grande pour vous. Vous ne pouvez plus l'entretenir. Et puis, pensez à votre santé. » Je l'ai fixée droit dans les yeux. Elle me parlait comme à une vieille incapable, déjà bonne à mettre de côté. Elle a poursuivi, sa voix sucrée mais tranchante. « Laurent et moi, nous pourrions nous installer ici avec les enfants. Vous seriez bien mieux dans une résidence adaptée. Vous auriez des soins, des repas et surtout plus de soucis. » Je me suis levée lentement, chaque os de mon corps criant de douleur, mais ma voix était ferme. Cette maison est la mienne, et je n'ai nullement l'intention de la quitter. Un voile glacé a traversé ses yeux. Elle a esquissé un sourire forcé, puis a pris son sac et est sortie sans un mot. J'ai entendu la portière de sa voiture claquer sèchement. Le soir même, j'ai appelé Suzanne. Elle m'a dit « Mireille, tu dois en parler à un avocat, pas seulement au notaire. Quelqu'un qui saura protéger tes droits et surtout te défendre si on tente de te faire passer pour sénile. » Le lendemain, j'ai pris rendez-vous avec Maître Fournier, un avocat de Nîmes recommandé par une ancienne collègue. Il m'a reçu dans un bureau sombre, rempli de dossiers empilés et d'odeurs de vieux cuir. J'ai tout raconté. Les ouvriers, la police, les faux papiers, l'assurance vie. Il m'écoutait sans m'interrompre, prenant des notes rapides. Quand j'ai terminé, il a fermé son stylo et m'a regardé droit dans les yeux. « Madame Lambert, ce que vous décrivez ressemble à une tentative de mise sous tutelle abusive. Votre belle-fille pourrait chercher à convaincre un juge que vous n'êtes plus en état de gérer vos affaires. Dans ce cas, elle deviendrait votre tutrice légale et aurait la main sur vos biens. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Mais, mon fils, il accepterait ça? » L'avocat a haussé les épaules avec une gravité douloureuse.
Parfois, l'amour filial s'efface devant l'avidité ou la pression conjugale. Je suis rentrée chez moi avec la certitude que la guerre avait commencé. Une guerre silencieuse, mais une guerre quand même. Le lendemain, alors que je rangeais quelques papiers dans le secrétaire, j'ai entendu des pas dans le jardin. Je me suis approchée discrètement de la fenêtre et j'ai vu Laurent. Il parlait à voix basse au téléphone, croyant être hors de portée. J'ai ouvert légèrement la fenêtre et j'ai entendu ces mots. « Oui, ne vous inquiétez pas, elle ne tiendra pas longtemps. Avec les certificats médicaux, on aura gain de cause. » Certificats médicaux. Je me suis agrippée au rebord de la fenêtre pour ne pas vaciller. Il cherchait donc à me faire passer pour folle ou malade afin de justifier une tutelle. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai écrit encore dans mon cahier « Entendu Laurent dans le jardin, parle de certificats médicaux. » Chaque page devenait un acte d'accusation. Chaque mot une preuve contre ceux qui auraient dû me protéger. Mais ce qui allait arriver quelques jours plus tard allait dépasser toutes mes craintes. Un matin, alors que je revenais du marché avec mon cabas de légumes, 2 hommes en blouse blanche m'attendaient devant mon portail. Ils se sont présentés comme médecins mandatés pour évaluer mon état cognitif. L'un tenait un dossier déjà rempli, l'autre un carnet de notes. À cet instant, j'ai compris. Le piège s'était refermé. Ils étaient là, droits comme des piquets, devant mon portail. 2 hommes en blouse blanche, les mains gantées, un air grave et paternaliste sur le visage. Le premier, grand, chauve, portait un badge plastifié où l'on pouvait lire « Docteur Malençon, évaluation gériatrique ». Le second, plus jeune, griffonnait déjà des notes dans un carnet, sans même me saluer. « Madame Lambert ?» dit le chauve d'un ton faussement aimable. « Nous venons pour l'examen demandé par votre famille. » J'ai senti mon ventre se tordre. Ma famille, mon fils et sa femme, bien sûr. C'étaient eux qui avaient déclenché cette mascarade. « Je n'ai rien demandé, » ai-je rétorqué, la voix tremblante mais ferme, « et je ne vous ai pas autorisé à venir chez moi. » Le plus jeune a levé la tête de son carnet. « Dans ce cas, madame, il faudra signer un refus de coopération, ce qui pourrait être retenu contre vous lors d'une procédure de tutelle. » Chaque mot était calculé, empoisonné, j'avais l'impression d'être déjà condamné, jugé incapable, privé de mon droit de vivre selon ma volonté. Mais je me suis ressaisie. Si je perdais mon sang-froid, il noterait que j'étais agitée, instable. Alors, j'ai ouvert le portail, le cœur battant, et je les ai laissés entrer. L'examen se déroula dans mon salon, sous le regard muet des photos de famille accrochées au mur. Mon mari souriait encore sur ses clichés jaunis, comme pour me donner du courage. On m'a demandé la date du jour, le nom du président, de compter à rebours de 100 par 7. Le plus jeune notait frénétiquement. Quand j'ai hésité sur un calcul mental, la fatigue, le stress, il a levé un sourcil, satisfait. Puis, à voix basse, ils ont commencé à discuter entre eux, comme si je n'étais déjà plus là. Désorientation partielle, trouble amnésique léger. Je me suis redressée brusquement. « Je vous entends, messieurs. Je ne suis pas sourde et ma mémoire est intacte. » Le docteur Malençon a esquissé un sourire compatissant, celui qu'on réserve aux malades qu'on croit perdus. « Ne vous inquiétez pas, madame. Tout cela est pour votre bien. Pour mon bien. » Les mêmes mots qu'Élodie avait utilisés. Je comprenais mieux à présent. Tout était orchestré. Lorsqu'ils sont partis, je me suis sentie vidée, comme dépouillée d'une part de moi-même. J'ai aussitôt téléphoné à Maître Fournier. Sa voix grave m'a rassurée. « Ne signez rien, Madame Lambert. Je veux une copie de leur rapport. Et surtout, consignez tout dans votre cahier. Chaque détail pourra servir. » J'ai noté encore et encore, comme une élève appliquée, la date, leur nom, leurs phrases. Puis j'ai rangé le cahier dans une boîte métallique que j'ai cachée au grenier, derrière de vieilles malles. Quelques jours plus tard, une lettre recommandée est arrivée. J'ai reconnu l'écriture mécanique de l'administration. Convocation au tribunal d'instance de Nîmes pour une audience visant à statuer sur l'ouverture éventuelle d'une tutelle me concernant. J'avais 3 semaines pour préparer ma défense. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. 3 semaines pour prouver que je n'étais pas folle. 3 semaines pour empêcher qu'on m'arrache ma maison, mes souvenirs, ma dignité. Cette nuit-là, je suis sortie dans le jardin. Le mistral balayait les branches de mes oliviers.
J'ai levé les yeux vers le ciel clair et j'ai murmuré à voix haute, comme si mon mari pouvait m'entendre. Il me croit faible, mais je vais me battre. Le lendemain, je suis allée chez Suzanne. Elle m'a accueilli d'un regard inquiet, m'a prise dans ses bras. Je lui ai montré la convocation. Ses mains tremblaient presque autant que les miennes. « Mireille, tu dois frapper un grand coup. Si tu attends qu'il t'écrase, tu seras perdue. » Son mari André, qui écoutait en silence, a hoché la tête. « Tu sais, j'ai encore des contacts à la mairie. Si on veut, on peut fouiller discrètement pour voir qui a signé ses permis de construire à ton nom. » Mon cœur s'est réchauffé. Je n'étais pas seule. Une vieille voisine, un ami de longue date, c'était peu, mais c'était déjà une armée. Les jours suivants, j'ai rassemblé chaque pièce, les devis falsifiés, les courriers suspects, mes relevés bancaires. J'ai écrit un témoignage détaillé, jour par jour, heure par heure. Je me suis rendue à la pharmacie pour demander à la préparatrice de témoigner que je venais seule, que je gérais mes prescriptions, que je n'avais rien d'une femme sénile. Je suis même allée voir mon ancien médecin traitant, le docteur Girard. Il m'a serré la main avec chaleur. « Mireille, vous avez l'esprit plus clair que la moitié de mes patients de 50 ans. Je serai là pour le dire devant un juge. » Chaque soutien était une pierre de plus dans le mur que j'érigeais contre la trahison. Mais je savais que mes adversaires avaient des armes redoutables, l'argent, la jeunesse et surtout l'apparence de respectabilité. Une belle fille soignée, un fils cadre dynamique, ça impressionnait toujours les tribunaux. Moi, je n'étais qu'une veuve aux mains ridées et aux pas traînants. Pourtant, au fond de moi, une flamme s'allumait. Ils avaient voulu me réduire au silence, me faire passer pour une folle. Mais leur complot m'avait réveillée, et je savais déjà que le jour venu, je ne me contenterais pas de me défendre. J'allais frapper où ça fait mal. Je l'ignorais encore, mais le hasard, ou peut-être la justice implacable de la vie, allait bientôt me livrer une arme inattendue, une révélation capable de tout faire basculer. Je n'ai jamais cru au hasard. Pourtant, ce qui s'est produit quelques jours après m'a donné l'impression que quelqu'un, quelque part, veillait à ce que la vérité finisse par éclater. C'était un jeudi matin, le marché d'Arles battait son plein. Je m'y étais rendue pour acheter des légumes frais, essayer de retrouver un semblant de normalité. En me promenant entre les étals, j'ai aperçu une silhouette familière, un des ouvriers que j'avais surpris chez moi le fameux soir. Il portait encore sa veste tachée de plâtre. Mon cœur a bondi. Je l'ai suivi à distance, les mains crispées sur mon cabas. Il s'est arrêté à la terrasse d'un café, commandant un café crème et allumant une cigarette. J'ai pris mon courage à deux mains et je me suis assise à la table voisine. Quand il m'a reconnue, ses yeux se sont écarquillés. Il a écrasé sa cigarette trop vite, comme un enfant pris en faute. « Vous vous souvenez de moi ?» ai-je dit doucement. « C'est chez moi que vous travaillez, sans mon accord. » Il a baissé la tête, visiblement mal à l'aise. « Écoutez, madame, moi je fais que mon boulot. On m'a dit que c'était validé. J'ai pas cherché plus loin. Validé par qui ?» Il a hésité, triturant son briquet. Puis, à voix basse, « C'est votre belle-fille, la dame élégante. C'est elle qui a tout signé, qui nous a donné l'acompte. Elle disait que vous étiez d'accord. » Mes oreilles bourdonnaient. Élodie, bien sûr. Mais là, j'avais enfin un témoin. Un homme capable de confirmer que je n'avais jamais rien autorisé. J'ai sorti mon téléphone, j'ai lancé l'enregistreur discrètement et j'ai reposé la question. Cette fois, il a répété les mêmes mots. Sa voix tremblait, mais elle était claire. Quand il a terminé, je l'ai remercié, lui assurant que je ne voulais pas lui causer de problème. Il a soufflé, soulagé, et m'a lancé en guise d'adieu. « Faites gaffe, madame. J'ai vu des histoires comme ça finit mal. » Je suis rentrée chez moi le cœur battant. J'avais une arme précieuse, un enregistrement, une preuve directe de la responsabilité d'Élodie. Je l'ai copié sur une clé USB et je l'ai rangé dans mon cahier, au milieu des autres pièces. Le soir, j'ai reçu un appel inattendu. C'était André, le mari de Suzanne. Sa voix était basse, presque conspiratrice. « Mireille, j'ai fouillé un peu comme je t'avais dit. J'ai un ami à l'urbanisme. Il m'a montré les dossiers. Ton nom figure sur une demande de permis pour agrandir la maison, avec une véranda et une division en 2 logements. Mais ce n'est pas ton écriture. C'est, comment dire, maladroitement imité. » Je l'ai remercié, la gorge serrée.
Tout se recoupait. Ils voulaient transformer la maison familiale, me reléguer dans une partie minuscule et récupérer le reste pour eux. Ou pire, me faire partir complètement en me déclarant inapte. Le lendemain, j'ai montré l'enregistrement et les informations d'André à Maître Fournier. Il a écouté attentivement, un sourire fin apparaissant sur ses lèvres. « C'est excellent, Madame Lambert. Avec ça, nous avons la preuve d'un faux en écriture et d'une manœuvre frauduleuse. Nous allons demander une expertise graphologique et citer ce témoin à l'audience. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti un souffle d'espoir. Je n'étais plus seulement une vieille femme acculée. J'étais en train de bâtir ma défense, brique après brique. Mais la guerre n'était pas finie. En rentrant chez moi, j'ai trouvé la porte d'entrée entr'ouverte. Mon sang s'est glacé. J'ai poussé doucement et découvert que quelqu'un avait fouillé mes tiroirs. Le cahier avait été déplacé, la boîte métallique du grenier ouverte. Heureusement, la clé USB, je l'avais gardée sur moi. Mais cette intrusion prouvait que mes ennemis savaient que je collectais des preuves. J'ai aussitôt changé la serrure et prévenu Maître Fournier. Il m'a conseillé d'installer une caméra discrète. Avec l'aide de Suzanne, j'ai fixé un petit dispositif près de l'entrée, relié à son ordinateur. Nous étions prêtes à surprendre quiconque tenterait encore de s'introduire chez moi. Quelques jours plus tard, la caméra a parlé. Sur l'écran, nous avons vu clairement Élodie entrer avec une clé, fouiller le secrétaire, ouvrir les tiroirs. Elle a même pris des papiers dans son sac avant de ressortir. Le visage crispé de Suzanne, à mes côtés, reflétait ma propre indignation. J'avais maintenant des preuves irréfutables. L'enregistrement de l'ouvrier, les documents suspects de la mairie et cette vidéo montrant ma belle-fille en flagrant délit d'effraction et de vol. Je me suis assise dans mon salon, entourée de ces preuves, et une pensée glaçante m'a traversée. Jusqu'où étaient-ils prêts à aller? Déjà, ils avaient manipulé la police, inventé des diagnostics médicaux, falsifié des papiers. L'assurance vie planait comme une ombre. Mais une chose était désormais certaine. S'ils voulaient me faire passer pour folle et faible, ils allaient découvrir la force d'une femme qu'ils avaient sous-estimée. J'ai refermé mon cahier, caressé la couverture usée et murmuré. La partie ne fait que commencer. La convocation au tribunal approchait. Chaque jour, je me levais avec la même pensée obsédante. Prouver que je n'étais ni folle, ni incapable, ni prête à céder ma maison. 3 semaines, c'était court, mais je n'avais pas le choix. Le temps n'était plus mon allié. Il était devenu une épée suspendue au-dessus de ma tête. Maître Fournier m'avait fixé plusieurs rendez-vous dans son cabinet de Nîmes. J'y allais en bus, un foulard serré sur mes cheveux blancs, le dossier de preuves contre ma poitrine comme un talisman. Il m'accueillait toujours avec ce regard direct, presque militaire. « Nous devons bâtir une stratégie, disait-il. Pas seulement nous défendre, mais démontrer activement la manipulation dont vous êtes victime. » Nous avons relu ensemble l'enregistrement de l'ouvrier. Sa voix éraillée résonnait dans la salle feutrée. « C'est votre belle-fille qui a tout signé. » Fournier hochait la tête, satisfait. Puis il a inséré la clé USB de la caméra. L'image d'Élodie pénétrant chez moi sans autorisation est apparue. Nous l'avons vue fouiller, prendre des papiers, repartir avec l'assurance d'une voleuse persuadée de son impunité. « C'est une pièce maîtresse », a-t-il commenté. « Le juge devra constater que votre belle-fille agit dans votre dos. » Je le regardais, tremblante, mais un souffle de courage me traversait. Oui, j'avais de quoi me battre. Les jours suivants, j'ai multiplié les démarches. J'ai demandé à la préparatrice de la pharmacie une attestation écrite confirmant que je gérais mes traitements seule. Mon médecin, le docteur Girard, a rédigé un certificat attestant de ma pleine capacité mentale. Suzanne, ma fidèle voisine, s'est portée volontaire pour témoigner que je gérais mon quotidien sans aide, que j'étais parfaitement lucide. Pourtant, une inquiétude me rongeait. J'avais surpris Laurent un soir devant la maison, parlant encore au téléphone. Cette fois, j'ai entendu distinctement. « Ne t'en fais pas, Élodie. Avec les expertises médicales, même si elle se défend, le juge penchera de notre côté. Et si elle fait trop d'histoire, on pourra dire qu'elle est paranoïaque. » Paranoïaque, le mot m'a giflé. Ils étaient prêts à transformer ma légitime méfiance en maladie. Je me suis juré que, devant le juge, je resterais de glace. Pas un cri, pas un geste de trop.
il ne me verrait pas perdre mon sang-froid. Un soir, alors que je rangeais mes papiers, j'ai trouvé une enveloppe glissée sous ma porte. À l'intérieur, une photocopie froissée, un extrait de compte bancaire au nom d'Élodie. La somme de 15 000 € y apparaissait, virée depuis une société de travaux, la même qui avait envoyé les ouvriers chez moi. En bas, griffonné à la main, regardez qui paye qui, un ami. Je n'ai jamais su qui avait laissé cette enveloppe. Peut-être un employé mécontent, peut-être le même ouvrier que j'avais croisé au marché. Peu importait, c'était une preuve supplémentaire que tout est orchestré. La veille de l'audience, je n'ai pas dormi. J'ai ouvert les volets, laissé le Mistral traverser ma chambre, comme pour chasser mes peurs. Je me suis assise devant la photo de mon mari posée sur la table de nuit. Ses yeux rieurs semblaient m'encourager. « Je vais tenir », ai-je murmuré. « Pour nous, pour cette maison, pour la vérité. » Le lendemain, j'ai pris le train pour Nîmes avec Maître Fournier. Dans la salle d'attente du tribunal, j'ai aperçu Laurent et Élodie. Mon fils évitait mon regard, fixant le sol comme un enfant pris en faute. Elle, en revanche, m'a toisé avec un sourire triomphant, maquillée à la perfection, un tailleur sombre qui lui donnait des airs de respectabilité. Quand l'huissier a appelé mon nom, mes jambes ont vacillé, mais je me suis avancée d'un pas sûr, serrant mon dossier contre moi. La salle d'audience était austère, les murs chargés de silence. Le juge, une femme au regard perçant, nous a invités à nous asseoir. Nous sommes ici pour statuer sur une demande de tutelle concernant Madame Mireille Lambert, âgée de 67 ans. Entendre mon nom associé à ce mot « tutelle » m'a fait mal. Mais je n'ai pas baissé les yeux. L'avocat de Laurent a commencé. Il a décrit une vieille femme fragile, confuse, incapable de gérer ses affaires, sujette à des pertes de mémoire. Il a brandi le rapport du docteur Malençon. Chaque mot me clouait un peu plus sur mon siège. Désorientation, trouble mnésique, vulnérabilité. Élodie hochait la tête d'un air compatissant, jouant son rôle à la perfection. Puis vint le tour de Maître Fournier. Il s'est levé, imposant, sa voix résonnant dans la salle. Madame Lambert n'est pas une vieille dame confuse. C'est une veuve lucide, victime d'une manœuvre frauduleuse orchestrée par ses proches. Et il a déroulé un à un nos arguments. L'enregistrement de l'ouvrier fut diffusé. La salle a retenu son souffle en entendant « C'est votre belle-fille qui a tout signé ». Puis, la vidéo est apparue sur l'écran. Élodie fouillant chez moi, emportant des papiers. J'ai vu son visage se crisper, son maquillage ne suffisant plus à masquer la panique. Le juge a pris des notes rapides, ses yeux perçants braqués sur elle. Puis Fournier a présenté les attestations. Le pharmacien, le médecin, la voisine. Enfin, il a brandi la photocopie de compte bancaire. 15 000 €. Preuve que Madame Élodie Lambert a perçu des fonds d'une société de travaux pour un chantier soi-disant commandé par ma cliente. Le silence fut total. Mon fils, blême, a jeté un regard furieux à sa femme. Elle, les lèvres pincées, a tenté de se défendre. « Ce n'est pas ce que vous croyez, balbutia-t-elle. Mais le juge l'a coupé net. Nous entendrons vos explications en temps voulu. À ce moment précis, je me suis sentie respirer de nouveau. Pour la première fois, ce n'était plus moi qui étais sur la sellette, c'était eux. L'audience fut suspendue. Le verdict serait rendu dans quelques semaines. Mais je savais déjà que quelque chose avait basculé. La vérité avait percé leur masque de respectabilité. En sortant du tribunal, je suis passée à côté de Laurent. J'ai murmuré assez bas pour qu'il soit le seul à entendre. « Tu as oublié une chose, mon fils. On ne réduit pas au silence une mère qui se bat pour sa dignité. » Il a baissé la tête, incapable de soutenir mon regard. Je suis montée dans le train du retour, le dossier serré contre moi. La guerre n'était pas finie, mais j'avais remporté une bataille. Les jours qui suivirent l'audience furent lourds comme un ciel d'orage. Le tribunal devait rendre son verdict dans un délai de 3 semaines. Et ce laps de temps, au lieu d'être une respiration, devint un champ de bataille invisible. Chaque journée apportait son lot de soupçons, chaque nuit des insomnies. Laurent ne m'appelait plus. Lui qui, autrefois, passait tous les dimanches partager un repas, avait disparu comme un étranger. Mais je savais qu'il n'était pas inactif. Les ombres autour de moi s'épaississaient. Les voisins avaient remarqué la présence de silhouettes inconnues devant ma maison. Une voiture grise stationnait parfois de longues heures, moteur coupé. Suzanne l'avait vue aussi, notant la plaque.
Une fin d'après-midi, alors que je revenais du cimetière où j'avais porté des fleurs sur la tombe de mon mari, j'ai trouvé la boîte aux lettres débordante de courriers. Parmi les factures et publicités, une enveloppe à mon nom, sans expéditeur. À l'intérieur, une coupure de presse locale parlant d'un incendie criminel dans un mât abandonné, avec une annotation au stylo rouge. Voilà ce qui arrive aux maisons mal surveillées. Mes mains ont tremblé si fort que l'enveloppe m'est tombée des doigts. Je l'ai ramassée, le cœur battant, et je suis allé droit chez Suzanne. Elle a lu l'article, puis la notation, ses yeux s'agrandissant d'effroi. Mireille, c'est une menace claire. Ils veulent te faire peur. Je me suis assise lourdement sur sa chaise de cuisine. Oui, ils voulaient me terroriser, m'épuiser, me pousser à céder. Mais je n'allais pas plier. J'ai glissé la coupure dans mon cahier avec toutes les autres preuves. Maître Fournier, que j'ai contacté le lendemain, a confirmé. Gardez tout. Ce genre d'intimidation peut peser lourd devant un juge. Mais soyez prudente, Madame Lambert. Ce sont des personnes prêtes à tout. Ces mots ont résonné longtemps dans ma tête. Prêtes à tout. Une semaine plus tard, j'ai reçu un appel de la banque. On m'informait que quelqu'un avait tenté d'accéder à mes comptes en ligne avec de faux identifiants. Heureusement, l'accès avait été bloqué. Mais j'ai immédiatement su d'où venait cette tentative. Mes ennemis n'avaient pas renoncé. Ils cherchaient désormais à vider mes économies. J'ai multiplié les précautions. Mot de passe changé, coffre à la banque, copie des preuves déposées chez Fournier. Chaque geste me rappelait que j'étais traqué, mais aussi que je me renforçais. C'est alors qu'un événement inattendu survint. Un soir, la sonnette retentit. En ouvrant, j'ai découvert une jeune femme, à peine 25 ans, nerveuse, tenant un dossier contre elle. « Vous êtes bien Madame Lambert ? Oui, je m'appelle Clara. Je travaillais dans le cabinet du docteur Malençon, celui qui a rédigé le rapport contre vous. » Mon souffle s'est suspendu. Elle poursuivit, la voix rapide, presque pressée. « Je ne peux plus garder ça pour moi. J'ai vu les échanges d'emails entre votre belle-fille et le docteur. Elle l'a payé pour écrire ce rapport à charge. J'ai fait des copies avant de quitter mon poste. Elle a glissé le dossier dans mes mains, puis a regardé autour d'elle, effrayée. Faites-en bon usage, mais ne dites pas que ça vient de moi. Avant que je puisse répondre, elle avait déjà tourné les talons et disparu dans la rue. Je suis restée immobile, serrant ce dossier contre moi comme un trésor. Quand j'ai ouvert, j'ai découvert une série de mails. Élodie écrivait noir sur blanc. Nous devons obtenir une tutelle. Faites en sorte que le rapport souligne sa confusion et son incapacité. Vous serez bien rémunéré. Plus loin, une confirmation du virement de 5 000 € sur le compte du médecin. J'avais là la pièce qui pouvait tout faire basculer. Une preuve de corruption, de collusion. Le lendemain, dans le bureau de Maître Fournier, je lui ai tendu les documents. Ses yeux se sont écarquillés. C'est accablant. Avec ça, non seulement la tutelle sera rejetée, mais nous pourrions engager une plainte pénale pour faux et corruption. Je l'ai regardé en silence. Une part de moi voulait crier, attaquer, les faire payer sur le champ. Mais une autre, plus profonde, me soufflait. Attends. Utilise cette arme au moment le plus stratégique. Le verdict approchait, et je savais qu'il ne reculerait devant rien avant l'audience finale. Quelques jours plus tard, la menace prit une tournure plus brutale. En pleine nuit, je fus réveillée par une odeur âcre. En descendant, j'ai découvert de la fumée qui s'infiltrait sous la porte d'entrée. J'ai ouvert avec précaution. Un chiffon enflammé avait été jeté sur mon paillasson. Heureusement, le carrelage avait empêché le feu de se propager. Mais le message était clair. Je me suis assise dans l'obscurité, le cœur battant. J'ai pensé à mon mari, à ses mains rugueuses d'ouvrier, à son rire franc. S'il avait été là, il aurait protégé cette maison de son corps. À moi, désormais, de défendre son héritage seul. Et dans ce silence chargé d'odeurs de fumée, j'ai pris ma décision. Ils avaient voulu m'effacer, me faire passer pour folle, pour faible. Mais c'est eux que je livrerai au regard du juge, eux que je réduirai au silence. Pas par la violence, non, par la vérité, nue et implacable. La deuxième audience approchait, et je savais que ce serait le moment décisif. J'avais entre mes mains de quoi réduire à néant leur mascarade. L'enregistrement de l'ouvrier, la vidéo d'Élodie en flagrant délit, et surtout ces mails accablants prouvant la corruption du docteur Malençon.
Mais je devais choisir avec soin le moment de frapper. Si je déballais tout trop tôt, ils auraient le temps de se défendre. Si j'attendais trop, le juge pourrait trancher avant d'avoir vu l'essentiel. Je passais mes journées à relire mon cahier, à organiser chaque pièce, chaque témoignage. Suzanne venait m'aider, posant ses lunettes au bout de son nez pour relire les attestations. « Tu dois rester calme, Mireille, me répétait-elle. Ils cherchent à te faire perdre tes moyens, mais si tu gardes ton sang-froid, c'est eux qui s'effondreront. » La nuit, pourtant, mes cauchemars me ramenaient sans cesse au chiffon brûlé, à la menace de l'incendie. Le visage d'Élodie se dessinait dans mes rêves, tordu par un sourire cruel, et je voyais Laurent, mon fils, silencieux, complice par lâcheté ou par choix. Cette pensée me déchirait plus que toutes les autres. 2 jours avant l'audience, je reçus un appel inattendu. C'était le docteur Malençon lui-même. Sa voix se voulait rassurante, mais je percevais l'ombre d'une panique. « Madame Lambert, je tenais à vous dire, si jamais certaines choses venaient à circuler, sachez que je n'ai fait que mon travail et que tout est parfaitement légal. » Je n'ai pas répondu. J'ai simplement raccroché, un sourire glacé aux lèvres. Il avait peur. Et cette peur était ma meilleure alliée. Le matin de l'audience, je me suis habillée avec soin. Une robe simple, sombre et un châle bleu que mon mari m'a offert un été à Marseille. Je voulais paraître digne, droite, pas une victime. Dans le train vers Nîmes, j'ai fermé les yeux et murmuré une prière silencieuse. En entrant dans la salle, j'ai ressenti immédiatement la tension. Laurent était là, vêtu d'un costume trop large pour lui, les épaules voûtées. Élodie, impeccable, maquillée avec précision, avait ce regard dur qui me transperçait comme une lame. À leur côté, leur avocat semblait confiant, ses mains posées sur un dossier épais. Le juge, une femme sévère, est entré. Le silence s'est fait. Nous reprenons l'affaire concernant Madame Mireille Lambert. L'avocat de Laurent prit la parole en premier. Il insista sur mon instabilité, évoquant encore le rapport de Malençon. Il parla de crise d'angoisse, de confusion. Je serrai les poings pour ne pas réagir. Puis ce fut au tour de Fournier. Sa voix claire résonna dans la salle. « Madame le juge, ma cliente n'est pas confuse. Elle est victime. Victime d'une machination familiale destinée à la déposséder de son bien et à la faire passer pour inapte. » Il fit diffuser l'enregistrement de l'ouvrier. La voix retentit. « C'est votre belle-fille qui a tout signé. » Dans la salle, un murmure s'éleva. Élodie se figea, ses doigts crispés sur son sac. Puis vint la vidéo. Son visage, filmé en pleine effraction, s'afficha sur l'écran. Elle fouillait, prenait des papiers. Le juge fronça les sourcils. « Madame, pouvez-vous expliquer ce que vous faisiez chez votre belle-mère sans son accord ?» Élodie balbutia, cherchant une excuse. Son avocat tenta d'intervenir, mais le juge l'interrompit sèchement. Et c'est alors que Fournier sortit la pièce maîtresse. « Enfin, Madame le juge, nous avons ici une série de mails prouvant que le docteur Malençon a été payé par Madame Élodie Lambert pour rédiger un rapport mensonger. » Un silence de plomb tomba. Le juge parcourut rapidement les copies, ses yeux s'assombrissant à chaque ligne. Puis elle releva la tête. « Ceci est extrêmement grave. Nous suspendrons l'audience pour vérifier l'authenticité de ces documents, mais s'ils sont avérés, il s'agira d'un délit pénal. » Élodie avait perdu ses couleurs. Son visage, d'ordinaire si composé, se fissurait sous la panique. Laurent, lui, restait figé, incapable de dire un mot. L'audience fut levée. Le verdict final serait rendu dans 15 jours, mais je savais déjà que la balance avait basculé. Je sortis de la salle, les jambes encore tremblantes, mais le cœur gonflé d'une force nouvelle. En franchissant le seuil du tribunal, j'ai croisé le regard de mon fils. Pendant une seconde, j'ai cru voir un éclair de honte dans ses yeux. Mais il s'est détourné, suivant sa femme comme un chien suit sa maîtresse. Sur le chemin du retour, Suzanne me serra la main. « Tu les as eus, Mireille. Tu as tenu bon. » Je regardais le ciel de Nîmes, immense, balayé par le Mistral. Oui, j'avais tenu bon. Mais au fond de moi, une douleur persistait, celle de savoir que le sang de mon sang avait choisi de me trahir. Et pourtant, une certitude me guidait. La prochaine étape serait le coup de grâce. Pas seulement pour sauver ma maison, mais pour montrer à tous que même à 67 ans, une femme pouvait se lever et renverser le cours d'un destin qu'on voulait lui voler. Les 15 jours qui séparèrent la suspension d'audience du verdict furent les plus longs de ma vie. Chaque matin,
je me réveillais avec une boule dans la gorge, redoutant qu'un nouveau coup bas n'éclate. Chaque soir, je fermais mes volets en tremblant à l'idée de retrouver encore un chiffon brûlé, une menace griffonnée, ou pire. Mais rien ne vint. Ce silence soudain me paraissait presque plus inquiétant que leurs attaques ouvertes, comme le calme perfide qui précède un orage. Je passais mes journées avec Suzanne, qui ne me quittait plus. Elle préparait des tartes aux pommes, tentait de me changer les idées, mais je voyais bien qu'elle aussi était tendue. André, de son côté, suivait toujours ses contacts à la mairie. Il m'apporta un soir une information qui me glaça. « Mireille, ils ont tenté de déposer un nouveau dossier d'urbanisme, encore à ton nom, mais le service a tout de suite bloqué. Ils n'ont plus aucune honte. » Je me suis assise, le souffle court. C'était donc vrai. Même avec les preuves contre eux, ils continuaient à vouloir mettre la main sur ma maison. L'avidité n'a pas de frein. La veille du verdict, je suis allée me recueillir sur la tombe de mon mari. Le vent soufflait fort dans le cimetière, emportant les pétales de roses séchées. J'ai posé ma main sur la pierre froide. Demain, Paul, ce sera fini. Je tiendrai pour nous deux. Ils ne piétineront pas ce que nous avons bâti. Le matin du jugement, la salle d'audience était pleine. Des curieux, des voisins, même quelques anciens collègues d'école étaient venus. L'affaire avait fait du bruit dans Arles. J'entendais des murmures. C'est la dame qu'on veut mettre sous tutelle. Sa belle-fille, paraît-il, a payé un médecin. Je marchais la tête haute, même si mes jambes tremblaient. Le juge entra, grave. Elle commença par résumer l'affaire. La demande de tutelle, les rapports médicaux, les témoignages contradictoires. Puis elle annonça d'une voix claire. Après examen des pièces et vérification des documents transmis par la défense, il apparaît que plusieurs preuves démontrent une falsification manifeste et une tentative de manipulation du tribunal. Un silence absolu tomba dans la salle. En conséquence, la demande de tutelle déposée par M. Laurent Lambert et son épouse est rejetée. Mieux encore, le parquet est saisi pour enquêter sur des faits de faux, usage de faux, tentative d'escroquerie et corruption impliquant Madame Élodie Lambert et le docteur Malençon. J'ai entendu un souffle de stupeur parcourir la salle. Élodie, blême, s'est tournée vers Laurent qui lui-même fixait le sol, incapable de lever les yeux. Le juge conclut. Madame Mireille Lambert conserve l'intégralité de ses droits. L'affaire sera transmise au procureur. À ces mots, j'ai senti mes épaules se délester d'un poids immense. J'avais gagné, pas seulement pour ma maison, mais pour ma dignité. En sortant du tribunal, des voisins vinrent me serrer la main. « Vous avez eu du courage », disait-il. Suzanne pleurait de soulagement à mes côtés. Je regardais le ciel d'un bleu éclatant et je respirais à plein poumon. Mais il me restait un dernier acte à jouer. Quelques jours plus tard, j'ai convoqué Laurent chez moi. Il est venu seul, le visage défait. Nous nous sommes assis dans le salon. Je lui ai montré mon cahier, les preuves, les lettres, la clé USB. « Voilà ce que j'ai dû faire », lui ai-je dit d'une voix calme, pour me défendre contre toi et ta femme. Il ne disait rien, les mains tremblantes. « Tu m'as trahi, Laurent, pas seulement comme fils, mais comme homme. Tu as laissé une femme te manipuler au point de vouloir détruire ta propre mère. » Des larmes silencieuses coulaient sur ses joues. « Maman, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai eu peur des dettes, peur de perdre Élodie. » Je l'ai interrompu. « Tu as eu peur de tout, sauf de me perdre, moi. » Il a baissé la tête, incapable de répondre. Je ne lui ai pas crié dessus. Je n'en avais plus la force. La vengeance que je voulais n'était pas dans la colère. Elle était dans ce silence, dans ce miroir qu'il devait affronter, celui de sa honte. Quand il est parti, je suis restée seule dans mon salon. Le soleil traversait les volets, illuminant la photo de Paul. Oui, j'avais tenu. Oui, je les avais réduits au silence, sans armes, sans cris, seulement avec ma détermination et la vérité. Mais au fond de moi, une plaie demeurait. Mon fils avait choisi l'avidité au lieu de l'amour. Et cette cicatrice-là ne se refermerait jamais vraiment. Quand la porte s'est refermée derrière Laurent, un silence dense a envahi la maison. J'ai senti l'écho de ses pas s'éloigner dans la rue, comme s'il s'effaçait peu à peu de ma vie. Je suis restée immobile, assise dans le fauteuil usé de mon mari, les mains croisées sur mes genoux. Le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers les persiennes, dessinant des stries dorées sur le parquet. Tout paraissait paisible, mais au fond de moi,
une tempête grondait encore. J'avais gagné devant le juge. Ma maison, mes droits, ma dignité, tout m'avait été rendu. Élodie allait devoir répondre de ses mensonges et de ses crimes, peut-être même devant un tribunal correctionnel. Quant à Laurent, il s'était effondré de honte, incapable de soutenir mon regard. Pourtant, cette victoire avait un goût amer, car dans cette guerre silencieuse, c'est mon propre sang qui avait levé l'arme contre moi. Je me suis levé lentement, le genou douloureux, et je suis allé dans la chambre. Sur la table de chevet, la photo de Paul me regardait encore, son sourire figé dans la lumière d'un été lointain. J'ai posé ma main sur le cadre. « Tu vois, Paul, j'ai tenu bon. Ils ont voulu me faire passer pour folle, pour faible, mais je suis encore debout. Je suis sorti dans le jardin. Le mistral soufflait fort, agitant les branches de mes oliviers. L'air sentait la terre et le romarin. Je me suis assise sur le banc de pierre, et là, j'ai parlé. Pas seulement pour moi, mais pour toutes celles qui, dans le silence de leur maison, endurent la trahison de leurs proches. J'ai 67 ans. On m'a dit que j'ai trop vieille pour me défendre, trop fragile pour comprendre, trop fatiguée pour lutter. On a essayé de m'effacer avec des papiers falsifiés, des médecins corrompus, des menaces nocturnes. On a même tenté de m'incendier ma maison, ce nid de souvenirs que j'avais construit avec l'homme que j'aimais. Mais je n'ai pas cédé, parce que je savais que si je me taisais, il gagnerait. Et si je perdais, toutes celles qui me ressemblent perdraient aussi. Je respirais profondément, laissant mes mots se mêler au vent. Je parle aujourd'hui pour toutes les mères, toutes les veuves, toutes les grand-mères qu'on traite comme des poids, comme des folles ou des inutiles. Vous n'êtes pas seuls. Le silence est une arme qu'on vous impose, mais il peut devenir une force si vous le transformez en vigilance, en preuve, en résistance. Moi, j'ai pris un cahier. J'y ai noté chaque mot, chaque date, chaque menace. Ce cahier, c'était ma voix quand on voulait m'étouffer. Vous aussi, vous avez une voix. Je sentais mes yeux se remplir de larmes, mais ce n'étaient pas des larmes de faiblesse. C'était celles d'une femme qui avait traversé l'orage et qui voyait enfin la lumière. À celles qu'on accuse de perdre la tête parce qu'elles se défendent, je dis « gardez vos preuves ». À celles qu'on méprise, je dis « levez la tête ». À celles qu'on veut dépouiller, je dis « souvenez-vous que votre vie, vos biens, vos souvenirs ne sont pas à vendre. Vous n'êtes pas un fardeau. Vous êtes la racine qui a nourri les branches. Et sans racine, un arbre s'écroule. » Je me suis tue un instant. Le vent s'était calmé comme pour m'écouter. J'ai perdu quelque chose. Oui, j'ai perdu l'illusion qu'un enfant reste toujours fidèle. J'ai perdu la naïveté de croire que le sang suffit à garantir l'amour. Mais j'ai gagné autre chose, la certitude que ma voix compte encore, que mon âge n'est pas une fin, mais une force. Et j'ai gagné la paix de savoir que, même trahi, je ne me suis pas trahi moi-même. Je me suis levée du banc, redressant mes épaules. La maison derrière moi n'était plus seulement un lieu. Elle était mon bastion, le témoin de ma résistance. Avant de rentrer, j'ai lancé une dernière phrase dans le vent, une phrase que je voulais adresser à toutes celles et ceux qui, comme moi, avaient trop longtemps gardé le silence. Ne laissez personne écrire votre histoire à votre place. Même à 60, 70 ou 80 ans, vous avez encore le droit de dire non. Et parfois, ce non murmuré vaut plus que tous les cris. Et dans ce souffle, j'ai senti mon mari près de moi, ma maison autour de moi et la vie encore en moi. Oui, j'étais vieille, mais je n'étais pas finie. J'étais debout et je le resterai jusqu'au bout.